La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. En manchette cette semaine, pourquoi valoriser la paternité est la meilleure mesure pour l'égalité homme-femme? Et l'hébergement, dans ces cas-là, peut vraiment faire la différence. Parce que si le papa se retrouve en difficulté, il vit une dépression et se retrouve à la rue, ben peut-être qu'il va perdre le lien avec son enfant. Et si ou il va perdre le lien avec son enfant, ou on va placer l'enfant en dernier recours, ce qui est vraiment dramatique. Les ressources des maisons d'hygiène peuvent éviter ce genre de situation-là. Prévention du suicide. Osez poser la question directement, le message de l'AQPS. En fait, c'est ça. Lorsqu'on veut améliorer le sort d'une population, lorsqu'on veut faire des changements sociétals, c'est la théorie du petit pas à la fois, mais constance. Donc, il faut répéter toujours les mêmes messages. Il faut toujours sensibiliser, entre autres, se concentrer sur les jeunes aussi, parce que nos jeunes, c'est les futurs papas et les futures mamans de demain. Tarification des déchets dès 2026. Payez-vous plus cher ou recevez-vous un rabais? Non, c'est ça. On a créé comme 3 catégories. Alors, on a la taxe régulière. Là. Donc, prenons par exemple, la taxe régulière sur le territoire de la MRC, c'est 350. Du côté Gaspé, c'est 280. Alors ça, c'est la taxe pour les 89 %. Là. Ceux qui sont ciblés par la tarification incitative, ben c'est 0,5 unité de plus. Pénurie de technologues, l'hôpital de Chandler recrute et offre des bourses. Quand j'ai commencé à travailler, ton siège était à côté de la patiente qui est sur la table pour faire son examen, mais pendant ce temps-là, toi, tu te faisais irradier. Alors que maintenant, on est dans un bureau indépendant qui est plombé et qui nous protège aussi comme technologue. Fait que l'environnement de travail s'est beaucoup amélioré. Le CAB Gascon-Percé vous aide pour votre déclaration de revenus. C'est que pour une personne seule, c'est maximum le seuil 30 000 $ et une personne, pour un couple en fait, c'est 40 000 $. Revue de presse. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Berthelot Meubles vous invite à découvrir un aperçu des dernières tendances et des nouvelles collections en magasin. Meubles naturels tels que des tables construites dans une grande variété de bois exotiques qui vous offrent un aspect des plus chaleureux. Venez voir nos canapés inclinables électriques et tomber sous le charme de Bugatti pour le salon et de la gamme Fournirama en cuir italien. Choisissez vous-même la couleur et le tissu de votre prochain achat chez nous. Nos meubles de qualité sont non seulement beaux, mais ils sont merveilleusement confortables. N'oubliez pas l'option lit escamotable, la solution idéale pour aménagement de condos, chambres d'invités et bureaux. Profitez d'un service personnalisé et d'un plan de financement sur 36 mois sans intérêt avec la livraison gratuite sur tout le territoire. Berthelot Meubles de Cap d'Espoir, à votre service depuis plus de 37 ans. Ben, merci d'en parler parce que ça, c'est vraiment un enjeu qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Puis encore plus maintenant où il y a beaucoup d'immigration. Et il y a des discours sociaux qui sont pas toujours très bienveillants envers les personnes, les familles immigrantes. Récemment, l'abolition du PEC, le programme de l'expérience québécoise, c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Quand vous savez, il y a des gens qui étaient comme dans un certain parcours, ils savent plus, les décisions changent et tout ça. Fait que je pense qu'on a beaucoup à faire pour toutes les personnes immigrantes. Ça, c'est clair, net et précis.
et que les enjeux particuliers des hommes, des pères immigrants, sont souvent dans l'ombre. Nous recevons aujourd'hui Raymond Villeneuve, directeur général du Regroupement pour la valorisation de la paternité, un organisme qui œuvre depuis près de 30 ans à changer le regard sur les pères. Monsieur Villeneuve souligne que les services sociaux et le système de santé doivent encore développer le réflexe paternité pour cesser de traiter le père comme un parent de seconde zone. Il aborde également les défis spécifiques des pères immigrants et l'importance cruciale des ressources comme la maison Oxygène en Gaspésie pour soutenir les hommes en difficulté. Alors on pourrait commencer pour mettre un petit peu la table. Je sais que le regroupement existe depuis 1997. Je voyais sur votre site, là ça fait près de 30 ans. Puis je sais que en 30 ans, j'allais dire, on est passé un peu du père pourvoyeur traditionnel à un style de père qui a changé. J'aimerais avoir un peu votre écho là-dessus, d'où on vient, puis où on en est aujourd'hui, puis vers quoi on voudrait s'en aller dans l'idéal, avec les yeux bien sûr du regroupement. Oui, c'est sûr que depuis la fondation du regroupement, il y a eu quand même beaucoup de progrès dans notre société. Les pères sont plus impliqués, mais aussi les pères sont plus reconnus. À la fin des années 90, quand on parlait des pères, c'était bien souvent uniquement négativement, le père absent, le père abuseur, le père violent et tout ça. Cette image-là, parfois négative des pères, est encore présente maintenant. Mais le jeune papa impliqué, qui pousse le pouce-pouce, qui partage une grande part des tâches ménagères, qui donne la purée à son bébé est de plus en plus présente, et heureusement. Puis nous, notre travail, c'est d'accompagner cette transformation-là de société pour que, oui, les pères souhaitent s'impliquer davantage, mais aussi que nos politiques publiques et que nos services soient aussi au rendez-vous lorsque les pères arrivent dans les services également. Là. Alors, comment est-ce que le regroupement porte tout ça? Parce que je sais que je voyais que vous êtes comme il y a plus de 250 membres. C'est quoi j'imagine ça doit être assez tentaculaire, tout ça. Comment est-ce que vous portez cette mission-là? On a un colloque annuel à chaque année en février. Il y a 300 personnes qui viennent de toutes les régions du Québec pour partager leurs expériences, pour se nourrir sur les connaissances les plus récentes. On a la Semaine québécoise de la paternité à chaque année au mois de juin. On fait toujours une campagne autour d'un thème et on donne toujours 25 à 30 entrevues dans les médias avec des nouvelles données. L'année passée, on parlait des pères immigrants. Cette année, je peux pas vous dire encore le thème, c'est secret jusqu'à l'annonce au moment du colloque. Beaucoup de représentation aussi auprès des différents ministères, des différentes instances pour leur dire « Ah, il y a des papas, n'oubliez pas, les papas sont aussi là, ils veulent être présents » parce que les gens souvent se rendent pas compte que, dans le fond, leurs services sont souvent beaucoup maman-enfant. Puis c'est très bien, nous, on veut pas enlever rien à personne, mais si on parle pas au père quand il arrive dans le bureau du médecin. Si le formulaire, il peut pas mettre son nom dedans, ça envoie quand même un message au papa qui est le deuxième parent, qui est comme la troisième roue du chariot. Et les pères, souvent, se sentent comme ça devant les services. Et je pense pas qu'il y a un grand complot contre les pères, loin de là, mais c'est que souvent, nos programmes sont conçus mère-enfant. Fait que nous, on dit aux gens, ajoutez les pères, les papas, les coparents dans l'équation, puis les mères, les enfants, les pères, puis toute la société, tout le monde va être gagnant là, à ce moment-là. Puis malgré ce que vous venez de dire, je voyais en lisant les chiffres un petit peu qu'au Québec, avec le régime québécois d'assurance parentale, ce sont les pères qui prennent le plus de congés. Non, c'était 74% contre environ 30% dans le reste du Canada. Ça a l'air que le Québec a l'air de porter ça beaucoup plus fort. Mais c'est clair que l'assurance parentale, le congé de paternité, c'est une mesure phare. Et comparativement au restant du Canada, comparativement aux États-Unis, comparativement à beaucoup de pays dans le monde, on est vraiment en avance. Mais dans le fond, l'idée, c'est que ce programme-là, c'est beau, puis la majorité des pères prennent le 5 semaines de congé de paternité et pas nécessairement davantage. Il y en a qui en prennent un peu plus, mais c'est pas tout le monde. Mais là, c'est qu'il faut que avant le congé, après le congé
autour du congé, que toutes les autres mesures aussi soient convergentes. Parce que sinon, c'est comme si on dit, OK, parfait, il y a 5 semaines, mais là, à un moment donné, quand tu arrives à l'hôpital, quand tu as un suivi, quand tu as une difficulté avec ton enfant, si quand tu vas au CLSC, si les autres mesures sont pas convergentes, c'est comme si on fait un pas en avant puis on fait plusieurs pas en arrière. Fait que nous, notre grand projet de société, c'est que dans toutes les mesures, du début à la fin, les pères soient toujours présents pour vraiment envoyer le message que les pères sont des parents à part entière. Puis ça, c'est vraiment notre grand message. Et ce qu'on fait aussi beaucoup, nous, on fait beaucoup de la formation, de l'accompagnement auprès des organisations de services pour qu'ils développent leur stratégie à travailler avec les papas. Parce qu'encore maintenant, en 2026, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas toujours ce qu'on appelle le réflexe paternité, où ils ont des stratégies qui font en sorte qu'ils rencontrent moins les pères. Donc là, on est très, très actifs. En fait, on a sur nos 13 employés, on en a 7 ou 8 qui travaillent dans ce genre de programme-là. Et plein d'organisations nous appellent pour dire on a besoin d'un coup de pouce là, pour apprendre à mieux travailler avec les pères. Est-ce que vous pouvez nous donner justement des exemples des services justement qui sont offerts pour valoriser la paternité? Parce que dans le fond, je comprends qu'il y a beaucoup de membres étalés partout au Québec. Et est-ce que ces services, on peut en trouver partout, même en Gaspésie? Ouais, ben c'est sûr que au niveau des organismes de services, ce qui est unique au Québec et ce qui est fabuleux, c'est les maisons oxygènes. Les maisons d'hébergement père-enfant, on est rendu à 24 sites maintenant au Québec. Il y a un site en Gaspésie d'ailleurs, il y a une maison d'hygiène en Gaspésie et ça, c'est absolument fabuleux. Ça existe nulle part ailleurs au monde, des services comme ça. Parce que les pères peuvent vivre une période de difficulté ou être monoparental ou vivre une situation pas facile, avoir besoin de soutien. Et l'hébergement, dans ces cas-là, peut vraiment faire la différence. Parce que si le papa se retrouve en difficulté, il vit une dépression et se retrouve à la rue, ben peut-être qu'il va perdre le lien avec son enfant. Et ou il va perdre le lien avec son enfant, ou on va placer l'enfant en dernier recours, ce qui est vraiment dramatique. Les ressources des maisons d'hygiène peuvent éviter ce genre de situation-là. On a aussi dans les maisons de la famille, de la Gaspésie, plusieurs maisons qui sont très, très accueillantes. Des pères, ça, il faut le souligner. Il y a aussi dans le service périnataux en Gaspésie, il y a plusieurs intervenantes qui ont vraiment la préoccupation des pères. Donc, dans la belle région de la Gaspésie, il y a quand même beaucoup de gens là, qui ont développé le réflexe paternité. D'accord. Puis je voyais même au niveau gouvernemental, parce que je pense que c'était le 30 juin 2025, il y a eu le nouveau régime d'union parentale qui est en vigueur pour protéger les conjoints de fait avec enfants. Et je me disais que, tiens, je pensais que c'était quelque chose qui était comme normal, enfin déjà établi, mais que comme s'il y avait toujours des victoires comme ça à avoir. Comment le regroupement accueille ce changement-là? Ben, c'est sûr que, effectivement, le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait les couples mariés avec un régime de protection très défini par la loi et les couples en union de fait. Et là, il y avait comme, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient et pensent, il y avait comme pas de protection. Bien sûr, les parents sont responsables envers l'enfant, mais envers l'autre conjoint, au niveau de la résidence familiale, au niveau des biens, au niveau à plein de niveaux, il n'y avait aucune protection. Donc, le nouveau régime la réforme du droit de la famille, comme on l'appelle souvent, c'est sûr que c'est des avancées. C'est entré en vigueur le 30 juin dernier. Pour le moment, c'est très difficile de voir les effets réels de ça parce qu'il faut que ça va s'appliquer pour les enfants qui sont nés après le 30 juin et il faut qu'il y ait eu une séparation. Donc, quand on parle aux organismes communautaires, quand on parle aux avocats, aux médiateurs familiaux, les gens sont très embêtés. Donc, on pense que ça va être positif. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très positives, mais il va vraiment falloir voir à l'usage qu'est-ce qui va se passer. C'est sûr qu'on est en observation de ce côté-là, là. Mais c'est sûr qu'il y avait vraiment un trou béant là, qu'il fallait combler, là.
D'accord. Puis j'aimerais vous entendre un petit peu parler des pères immigrants, parce que moi-même je suis immigrant aussi, un papa immigrant ici au Québec, et je me disais que est-ce que ça doit, comment le regroupement s'adapte à ces nouvelles situations, parce qu'on voit que l'immigration est de plus en plus présente, et même ici en Gaspésie, on a beaucoup de communautés africaines qui viennent s'installer, ou soit pour le travail et tout ça. Donc comment vous adaptez à cette situation-là? Ben, merci d'en parler parce que ça, c'est vraiment un enjeu qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Puis encore plus maintenant où il y a beaucoup d'immigration et il y a des discours sociaux qui sont pas toujours très bienveillants envers les personnes, les familles immigrantes. Récemment, l'abolition du PEC, le programme de l'expérience québécoise, c'est quelque chose d'absolument catastrophique. Vous savez, il y a des gens qui étaient comme dans un certain parcours, ils savent plus, les décisions changent et tout ça. Fait que je pense qu'on a beaucoup à faire pour toutes les personnes immigrantes. Ça, c'est clair, net et précis. Et que les enjeux particuliers des hommes, des pères immigrants, sont souvent dans l'ombre. Bien sûr, selon les valeurs des pères immigrants, selon les pays d'origine, ces transitions-là vont se moduler de façon différente. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours un choc arriver dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, avec des nouvelles valeurs, notamment les valeurs d'égalité homme-femme sont très, très, très présentes. Pour beaucoup d'hommes, des fois, ça représente vraiment comme un choc là, de s'adapter. Puis ces hommes-là aiment leurs conjointes, ils aiment leurs enfants, mais il y a vraiment un temps d'adaptation. En plus, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a une déqualification professionnelle pour beaucoup d'hommes. Donc, les revenus chutent, l'estime de soi chute, on est déboussolé, débalancé, les relations hommes-femmes se transforment, les relations aussi avec les enfants sont différentes, ce qui fait que ça fait beaucoup d'adaptation en peu de temps et l'enjeu est peu nommé dans notre société et il y a peu de programmes spécifiques qui s'adressent à cet enjeu-là. Et nous, ce qu'on a fait, dont on est très fiers au cours des 3 dernières années, on a fait un programme national dans lequel on a accompagné 55 organismes communautaires différents. On en a formé 95 pour justement qu'ils développent cette sensibilité-là aux hommes immigrants pour créer des services. Donc, on a travaillé avec presque 150 organisations. Puis là, on travaille pour poursuivre ces actions-là parce qu'on pense que c'est vraiment déterminant pour tout le monde. C'est un enjeu incontournable et il faut s'ouvrir le cœur, les oreilles, puis écouter ce que ces gens-là nous disent parce qu'ils ont tellement à nous apporter. Oui, hein, donc je comprends, c'est que tous ces offres de services qui sont étalées justement sur le territoire vont être amenées et sont déjà en train de s'adapter à cette réalité-là, en fait. Et vous avez raison de le dire, c'est que l'idée reçue, c'est de dire, ah ben, l'immigration, c'est juste à Montréal, mais plus maintenant. Nos intervenants de l'équipe sont venus en Gaspésie, sont allés sur la Côte-Nord, sont allés en Abitibi, sont allés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dans toutes les régions du Québec, les enjeux sont là. Dans le réseau de la santé, services sociaux aussi, souvent les gens ils nous disent on a besoin d'aide. Des fois, les pères immigrants nous expriment leur demande d'aide, on comprend pas trop, on est un peu déstabilisé. Des fois, il y a un choc des valeurs de part et d'autre. Donc, je pense que c'est vraiment, il y a un travail à faire et il faut donner un temps d'adaptation à ces hommes-là, à ces pères-là. On peut pas demander à quelqu'un qui débarque l'avion le lendemain de tout comprendre les codes sociaux. Moi, j'ai toujours imaginé le contraire. Là. Vous partez du Québec, puis là, vous arrivez en Afrique centrale et les codes sociaux, là, vous allez avoir plusieurs années avant de réussir à fonctionner. Je pense qu'il faut avoir de l'empathie aussi pour ces hommes-là, pour ces familles-là, pour qu'ils puissent vraiment trouver leur place. Et ces gens-là ne demandent que, ils veulent juste contribuer, ils veulent juste le meilleur pour leurs enfants. Fait que à nous de leur faire la plus belle place possible. Puis je voudrais parler aussi le lien entre féminisme et paternité, parce que on parle de l'égalité entre hommes et femmes et qui devient justement de plus en plus présent et dans les discours aussi. Alors en quoi le fait de valoriser les pères, selon vous, ce serait une stratégie féministe nécessaire, j'allais dire, pour... Ben, écoutez, ce qu'on peut dire, c'est que ça surprend souvent les gens, mais nous, depuis 2011, on est soutenu financièrement par le secrétariat à la condition féminine du Québec. Donc,
c'est quand même un indice, là. Et dans les différents plans d'action, stratégies depuis ce temps-là, et même avant, la dimension de l'engagement paternel est toujours présente. Pourquoi? Parce que je vous dirais, c'est peut-être la meilleure mesure pour l'égalité entre les hommes et les femmes, en tout cas tout au moins au sein des familles, c'est de soutenir l'engagement paternel. Parce qu'un père présent, aimant, engagé, qui fait sa part des tâches ménagères, donc tout de suite, au sein de la famille, ça répartit plus également les tâches. Deuxièmement, on sait que pour la conciliation famille-travail, c'est absolument déterminant qu'il y ait un meilleur partage dans le quotidien. Et troisièmement, ben, le bonus, c'est qu'en plus, c'est de la promotion de comportements égalitaires pour la génération suivante. Parce que les petits garçons, les petites filles qui sont au sein des familles puis qui voient des couples plus égalitaires, ben, ils vont reproduire ces modèles-là qui sont positifs. Donc, l'engagement paternel, c'est vraiment bénéfice là, pour tout le monde, et autant pour les mères que pour les pères. Avec l'exemple que vous avez donné de l'immigrant tout à l'heure qui débarque de l'avion, qu'il faut lui donner du temps pour s'adapter, j'imagine que c'est des choses qui doivent se travailler même sur, j'allais dire, 1 ou 2 générations, parce que des fois on vient de quelque part, on a vu nos pères fonctionner d'une façon, des fois on essaye de ne pas le reproduire, on est éduqué d'une façon différente et ainsi de suite. J'imagine comment ça doit être un processus quand même sur du long terme. Bien sûr, puis c'est vrai, ce que vous dites est vrai aussi pour les papas québécois. Combien de fois j'ai entendu des pères dire « J'ai eu un très bon père, mais je veux pas être comme lui. » Tu sais? Puis, je pense qu'il faut pas être dans le jugement envers des hommes qui ont vécu dans une autre société, s'ils étaient présents à leur façon, là, bien sûr. Mais l'idée, c'est que ça change très vite. Hein? C'est incroyable. Notre société change toutes les années. Il y a des nouveaux enjeux, il y a des nouvelles questions et tout ça. Donc, c'est sûr que ça bouge très rapidement. Mais je pense ce qui est fondamental, c'est de miser sur la contribution positive des pères. Parce que le jugement de chicaner les pères, ça a des grandes limites comme stratégie. Quand on dit vous êtes pas ci, vous êtes pas ça et tout ça, les pères qui sont des adultes, des fois, à un moment donné, ils viennent tanner d'avoir l'impression de se faire chicaner. Par contre, moi, je dis toujours, tu sais, la phrase magique, parle à un père, puis parle-lui de ses enfants. Parle-lui de l'importance qu'il y a pour ses enfants, puis là, t'ouvres son cœur, ses yeux se mettent à briller, souvent, il y a une petite larme qui coule au coin de l'œil, et là, tu l'as. Fait que si tu lui parles comme un parent, si tu lui parles comme quelqu'un qui aime ses enfants, qui aime sa conjointe, son conjoint, tu vas l'avoir avec toi, il va se sentir reçu. Si tu es plus dans le jugement, ben la personne, probablement que la prochaine fois, elle va pas revenir. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est de faire le pari d'être dans notre projet de société. On veut l'égalité, on veut que les pères, les mères soient engagés, on veut qu'ils soient heureux. Donc, faisons le pari de ça et il faut faire confiance aux pères, aux mères qu'on peut aller de l'avant. Puis on va de l'avant. Il y a vraiment plein de différences de ce côté-là, mais c'est sûr qu'on n'est pas arrivé encore. Il y a encore du chemin à faire, il y a encore toutes sortes de résistances. Il y a des gens qui sont réactionnaires. On voit des fois, on a l'impression de revenir en arrière. Mais des beaux papas engagés, présents, des beaux couples égalitaires, il y en a de plus en plus, puis c'est là-dessus qu'il faut miser. Ben justement, je souhaiterais faire un petit exercice de projection avec vous. Dans le fond, c'est d'imaginer ça serait quoi le papa de demain et en même temps, bien sûr, en nous parlant un peu des défis d'aujourd'hui, s'il y en a des obstacles ou les plus gros défis, bien sûr, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de réalités différentes, mais nous entendre un peu ce qui est les défis d'aujourd'hui, puis à quoi est-ce qu'on aspire? Ben, c'est sûr que ces années 90, il y avait eu un colloque avec un très beau titre qui s'appelait parents à part entière. Puis ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les pères soient pleinement des parents, qu'eux aussi, c'est que ce qui est compliqué maintenant, c'est qu'avec nos messages contradictoires, comme on disait en début d'entrevue, souvent on dit on veut que tu t'impliques, mais les messages sociaux, les campagnes de publicité, les programmes, le comportement des intervenants placent les pères comme étant le deuxième parent. Et comme les pères, souvent, eux, doutent de leurs compétences,
se sentent pas toujours très, très bons, ils peuvent être confortables dans le rôle de deuxième parent. Fait qu'il y a comme à briser ce paradigme-là, puis dire, ben écoute, un père présent, aimant, engagé, qui développe ses compétences, il peut autant procurer d'amour, d'attention, de sécurité à un enfant. Il y a plein d'études qui démontrent ça. Mais pour faire ça, c'est qu'il faut que les pères se fassent confiance, il faut que la société leur fasse confiance. Puis j'ai l'impression que c'est beaucoup une question de mentalité qui nous nuit, qui nous freine encore. Puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est comme je vous disais tantôt, c'est d'être dans le projet, puis de dire vraiment, là, OK, on veut au Québec que les pères québécois soient les plus engagés sur la terre. OK? Il faudrait viser là. Puis avec les pays scandinaves, là, nous autres, notre cible, c'est là. C'est pas juste être dans la moyenne, là. C'est pas assez. Nous autres, on va être vraiment là. Puis à ce moment-là, il faut mettre les choses en place puis éviter les comportements contradictoires, les stratégies contradictoires qui font que beaucoup de pères intègrent qui sont pas très importants. Une anecdote que je donne toujours, c'est le couple qui s'en va à la rencontre de suivi de grossesse. Le père, la mère sont là. Le médecin ne parle qu'à la mère pendant toute la rencontre. À la fin de la rencontre, le médecin se retourne vers le père et lui dit, Monsieur, est-ce que vous avez une ITSS, infection transmise sexuellement ou par le sang? La seule question qu'il a posée, c'est ça. Fait que là, le père, qu'est-ce qu'il dit? Moi, pour ce médecin-là, je suis quelque chose qui peut donner des infections transmises sexuellement et par le sang. Je ne suis pas un parent, je ne suis pas un être humain, je ne suis pas un parent à devenir, je ne suis pas un coparent, je suis quelque chose qui est dangereux. Le père, la fois suivante, il n'est pas retourné. Puis ça, des choses comme ça, il y en a plein. Donc, l'idée, c'est de dire que ce soit comme une espèce de décision collective, on veut aller là. Donc, et les pères et la société, on doit se faire ce changement-là de paradigme et de mentalité. Parce que si on pense que les pères sont fondamentalement toxiques, bon, on ne va pas leur faire confiance. Si on dit oui, il y en a certains qui peuvent être toxiques, je ne vais pas nier ça. La violence conjugale, les abus, ça existe. Mais la majorité, on peut leur faire confiance, on peut les soutenir, puis ça, tout le monde va gagner. Fait que moi, je pense que le plus gros empêchement, il est dans nos conceptions et nos mentalités. Et puis après ça, d'avoir de l'empathie pour reconnaître les bons coups, mais aussi reconnaître que les pères peuvent vivre des difficultés. Les pères peuvent avoir des enjeux de santé mentale, les pères peuvent faire des dépressions, et si ça arrive, ben, il faut les aider. Et si on les aide, ça va être bénéfice pour leur enfant, pour leur conjoint, pour leur conjoint. Donc, je pense que c'est vraiment, là, c'est ça la plus grande résistance, mais il y a de l'espoir, mais ce qui est difficile maintenant, c'est qu'on est dans une période où il y a des coupures dans les programmes gouvernementaux, où il y a des reculs. On avait au Québec un plan d'action en santé et bien-être des hommes 2017-2022. Il a été reconduit une année, après ça, il a été reconduit pas de fonds, puis là, il n'existe plus. Donc, de ce côté-là, il y a comme un recul et il n'y a pas de complot anti-père, anti-homme, mais le plan d'action gouvernemental, quand même, il est tombé. Fait qu'il y a différentes mesures qui reculent, il y a du financement pour les organisations qui n'est pas toujours au rendez-vous. Fait qu'au minimum, on est en stagnation, sinon en recul à ce niveau-là à cause du contexte général. Et c'est sûr que les budgets gouvernementaux sont mis à rude épreuve, hein, c'est le moins qu'on peut se dire. Le contexte politique, ben, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, il est pas très favorable à l'innovation à ce niveau-là. Ce qui fait que ça, c'est pas très rassurant pour la suite des choses, là. Ça prend vraiment beaucoup de vigilance parce qu'on pourrait échapper beaucoup d'enjeux sociaux dans le contexte actuel. Oui, ce que je comprends en vous écoutant, c'est que c'est toute une ramification pour que les choses s'enlignent bien, que ça fonctionne. On parle des fois de conciliation travail-famille. Il faut que ce soit les entreprises soient impliquées, les services gouvernementaux, pas que les lois gouvernementales, mais c'est toute la société, dans le fond, qui doit aussi s'adapter. Ouais. C'est pas que la vision du père lui-même. Ouais. Et nos discours sociaux.
C'est très important. Là. Tu sais, c'est comme nos discours sociaux portent plein de choses de façon volontaire ou involontaire. Puis c'est vraiment dire les pères peuvent être des parents à part entière. Ils sont des parents à part entière. Puis quand ils sont présents, aimants, engagés, il faut qu'on les reconnaisse, il faut qu'on les soutienne, il faut qu'on soit en relation avec eux et que ce soit dans nos téléromans, dans nos publicités, dans nos campagnes de promotion. Il faut faire ce switch-là, sinon les pères vont toujours être des deuxièmes parents. Puis je terminerai parce que dans le fond, j'ai comme découvert le regroupement justement quand je faisais un petit peu des revues de presse et vous avez partagé un article du gouvernement fédéral qui prévoit lancer en 2026 une stratégie nationale pour la santé des hommes et des garçons. Alors je me demandais est-ce que vous voyez là-dedans de quelque chose de positif? Ben, c'est sûr que nous avons à l'heure actuelle peu d'informations sur le contenu. Tout ce que l'on sait, c'est que le gouvernement fédéral va dévoiler bientôt une stratégie. Fait que déjà ça, ben, c'est positif, qu'il y a un intérêt pour la santé des hommes. Ça fait suite à des enquêtes de l'organisme Movember, donc qui organise les campagnes là, au mois de novembre. Et ils ont vraiment mis en lumière des enjeux spécifiques à la santé des hommes, notamment toute la question de la demande d'aide des hommes. Les hommes tardent à demander de l'aide. Quand ils demandent, c'est souvent trop tard. Donc, cet intérêt-là, c'est vraiment intéressant, d'autant plus, comme je vous disais préalablement, que le plan d'action québécois n'a pas été renouvelé. Alors, d'une part, c'est sûr qu'on espère que ça stimule le gouvernement québécois d'embarquer dans le train. Et après ça, ce qu'on espère, c'est qu'au Québec, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été faites en santé et bien-être des hommes. Il y a eu le plan d'action. On a au moins pas loin d'une centaine d'organismes communautaires qui travaillent en santé et bien-être des hommes. Il y a eu un plan d'action en santé et bien-être des hommes dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, ça prendrait un arrimage avec tout ça. Et c'est sûr qu'il y a un petit défi aussi constitutionnel parce que la santé est une juridiction québécoise. Alors, de quelle manière est-ce que le gouvernement fédéral et provincial vont collaborer? On ne sait pas. Mais c'est sûr que c'est prometteur, puis on veut qu'il y ait le plus grand nombre d'organisations possibles qui s'intéressent à la santé et au bien-être des hommes. Ouais, c'est ça, je terminerai un peu avec cette question pour les gens et les pères qui nous écoutent aussi et qui veulent avoir plus d'informations parce que je sais que j'ai vu que vous avez un site quand même assez bien fourni au niveau d'informations pour le regroupement, mais est-ce qu'on peut y trouver les services justement annexés à notre région? Comment est-ce qu'on peut vous connaître justement un peu plus? Ouais, on a un répertoire de ressources sur notre site, le www.rvpaternite.org. Et sur ce site-là, il y a un répertoire, puis on peut trier les ressources par région. Donc, on peut notamment trouver dans votre région, donc la maison d'hygiène là, de la Gaspésie qui est présente, puis les autres services là, dont les organisations nous ont transmis les informations à leur sujet. Merci beaucoup Raymond Villeneuve pour votre temps. Merci à vous. Redonnez fière allure à votre voiture avec Jimmy Esthétique Auto Plus. Spécialiste en esthétique automobile complète, nous redonnons vie à votre véhicule à l'intérieur comme à l'extérieur. Et pour affronter nos hivers québécois, pensez à nos traitements anti-rouille paraphiniques, sans huile, efficace et durable. Brillance, protection, tranquillité d'esprit, Jimmy Esthétique Auto Plus, votre auto, notre passion. Poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, là où la fraîcheur est synonyme de qualité. Pour un choix impressionnant de poissons et fruits de mer, rendez-vous chez Le Lièvre et Le Moyant de Sainte-Thérèse de Gaspé. Nos employés seront vos conseillers pour préparer des repas terre et mer qui resteront gravés dans la mémoire de vos invités. Pour le service, l'expérience et la fraîcheur garantie, venez nous voir à la poissonnerie Le Lièvre et Le Moyant, au 52 des Vigneaux à Sainte-Thérèse de Gaspé, 418-385-3310. À l'occasion de la semaine de prévention du suicide, nous recevons Hugo Fournier,
PDG de l'Association québécoise de prévention du suicide, AQPS. Bien que le taux global de suicide soit en baisse au Québec, M. Fournier s'inquiète de la hausse des tentatives chez les jeunes filles et de la vulnérabilité persistante des hommes de 50 à 70 ans, souvent freinés par des stéréotypes masculins pour demander de l'aide. Il rappelle l'importance collective d'oser poser la question directement « Est-ce que tu penses au suicide ?», et de connaître les ressources disponibles 24/7, comme le 1866 Appel et le service de texto 535 353. En plus, c'est ça, j'ai reçu ce matin les chiffres tout frais de l'INSPQ là, qui montrent que le taux de suicide diminue globalement, j'ai l'impression. Ouais. Mais est-ce que vous pourriez nous faire quand même un portrait un petit peu de ces chiffres-là? Et puis, comme vous dites, là, je pense que je vous cite, là, on criera victoire quand le Québec sera vraiment sans suicide. Mais quel est le constat actuellement Écoutez, oui, c'est très encourageant parce qu'on voit que les taux de suicide diminuent et on le voit vraiment dans les 2-3 dernières années. Puis moi, ce que je dis, c'est que oui, c'est encourageant. C'est vrai, on ne criera pas victoire tout de suite, mais il reste quand même des petites préoccupations qu'on a, là, de l'attention, entre autres, sur les tentatives de suicide, les visites aux urgences au niveau des jeunes filles, les hommes aussi, les hommes de 50, 70 ans, les jeunes filles, les jeunes de 10, 19 ans. Ce sont des groupes populationnels pour lesquels il y a quand même beaucoup de préoccupations. On voit aussi beaucoup de demandes d'aide parce que au Québec, on peut demander de l'aide via la ligne 1866 appel, via 535353 et suicide.ca clavardage texto. Et on voit aussi que, comme je vous disais précédemment, texto clavardage, la demande d'aide augmente beaucoup pour les jeunes filles. Donc, c'est en cohésion avec les nouvelles données qui viennent de sortir. Est-ce qu'on sait, avec le temps, le recul, pourquoi est-ce qu'il y a des tendances ou des fois il y a des hausses et des baisses? Ou là, par exemple, on voit que la statistique alarmante est vraiment un constat brutal, que ça concerne les jeunes filles de 10 à 14 ans. Est-ce que on peut savoir qu'est-ce qui amène à ce qu'on vive ça cette année, l'année passée et ainsi de suite? Ouais. Merci pour votre question. Elle est très pertinente. En fait, il n'y a pas une explication. Il peut y avoir différentes hypothèses. Dans un premier temps, les jeunes filles de 10 à 14 ans consultent plus aux urgences pour des tentatives de suicide et consultent plus pour des demandes d'aide. Donc, ils vont tendre la main plus facilement, entre autres sur suicide.ca et, comme je disais précédemment, le texto. 2000 interventions qui ont été faites en 2025 via l'intervention numérique, c'était 78% d'augmentation face à 2024. Vous savez, hein, les réseaux sociaux, moi je pense que ça peut être un facteur de protection. Pour les jeunes, ils peuvent avoir accès rapidement à de l'aide. On le voit, hein, 78% d'augmentation. Ils peuvent avoir des liens sociaux tissés serrés avec leurs amis. Mais l'effet pervers aussi, c'est que malheureusement, ces jeunes-là peuvent être plus facilement joignables pour de l'intimidation. Il peut aussi avoir certaines étiquettes sociales et on sait que les jeunes sont très sensibles à tout ça. Donc, comme vous pouvez le constater, il y a différentes hypothèses qui peuvent expliquer le tout. Et on voit aussi certaines hypothèses pour les gars de 50 à 70 ans. C'est quand même... et ça représente beaucoup. En fait, c'est les taux de suicide les plus élevés au Québec. Mais on sait que ces hommes-là, ce groupe de population masculine-là, ils ont beaucoup de stéréotypes qui les entourent. Par exemple, un gars, c'est supposé d'être fort, ça pleure pas. Un gars, c'est le rempart de sa famille. Des fois, on dit, voyons donc, c'est bien nono pleurer. Mais ces stéréotypes-là font en sorte que si eux autres vivent une détresse ou une souffrance, ils vont entendre jusqu'au dernier moment pour tendre la main puis demander de l'aide. Et ça, c'est s'ils le font. Sinon, ils font une tentative de suicide et c'est ce qu'on veut éviter. On veut travailler en amont et il est possible de changer les stéréotypes graduellement en les adressant et leur montrer que, au contraire, demander de l'aide, c'est un geste de force, c'est un geste de courage. Donc, il faut déboulonner ces stéréotypes-là et ces mythes-là.
Alors nous sommes en pleine, c'est la 36e, si je me trompe pas, semaine de prévention du suicide. Et ce que je comprends en vous écoutant aussi, c'est que ça a l'air d'être une responsabilité collective quand même, que c'est au-delà des services professionnels, on a tous un rôle peut-être en tant que citoyen. Et comment vous mettez ça en avant à la QPS? Oui, vous avez tout à fait raison. En fait, on veut, quand je m'adresse aux Québécoises et aux Québécois, je veux vraiment porter leur attention sur 2, 3 éléments maximum pour cette semaine. En fait, oui, c'est la semaine de prévention du suicide. On veut marteler un message fort important qui va se continuer dans les 51 autres semaines. Premièrement, j'aimerais que nous soyons tous en mesure de connaître les ressources d'aide qui sont disponibles en prévention du suicide. 1-866 appel, texto 535353, suicide.ca. Il est important aussi d'être attentif aux signaux de détresse des gens qui nous entourent, au travail, dans notre réseau social, amical, dans notre réseau familial, parce que si on est capable de voir des signaux inquiétants chez nos proches, chez nos collègues, ben après ça, on est capable de tendre la main et de dire « Ah, j'ai l'impression que ça va pas. Est-ce que tu penses au suicide? » Troisième petite chose, important de poser la question directement sans camoufler le mot suicide. Il y a un mythe qui est beaucoup véhiculé au sein de la communauté, au sein de la population, c'est que tu peux pas. En fait, le mythe, ce qu'il dit, c'est que si tu demandes à quelqu'un s'il pense au suicide, ça risque de provoquer une tentative et c'est faux. Au contraire, poser la question avec respect, avec bienveillance, est-ce que tu penses au suicide? Ça va amener la personne à nous répondre avec transparence et honnêteté et ça va enlever tous les tabous autour du mot suicide ou autour du suicide. Donc, ça va être plus facile après ça de pouvoir donner les ressources d'aide. Hein? Ce que je comprends, c'est que si on se sent pas concerné par rapport à une santé mentale ou quelque chose qui nous amènerait à penser à ça, j'imagine que de se renseigner, même quand ça va bien, c'est de savoir pas uniquement pour soi-même, mais pour détecter dans son entourage aussi. Et si ça devait nous arriver, de savoir quels seraient les premiers pas à faire. Oui, absolument. Puis je dis souvent, quels sont les signes de détresse les plus couramment observés, puis qu'on peut avoir en tête, comme pour agir en vigilance. Ben premièrement, si la personne qu'on connaît s'isole de plus en plus, elle peut laisser des messages, elle peut avoir des messages verbaux un peu préoccupants, comme par exemple, je m'en irai tellement loin, j'en reviendrai plus, j'en peux plus. Ça va, je veux finir ça. Il peut y avoir aussi des signes comme la personne prend moins soin d'elle-même, une humeur extrêmement triste. Donc, puis je veux faire attention, ça ne veut pas dire qu'une personne qui présente ces signes-là va faire une tentative de suicide ou pense au suicide, mais je pense que ça peut suffisamment nous alarmer pour aller tendre cette main-là, la mettre sur l'épaule puis dire j'ai l'impression que ça va pas. Est-ce que je me trompe? Et d'ouvrir une discussion pour que l'autre sente qu'elle n'est pas tout seul là-dedans. Vous savez, au Québec, 60% des personnes qui ont des problèmes de santé mentale n'osent pas le dire ou n'en parler et ça les oblige à rester dans le silence et en isolement à cause des tabous véhiculés. Ça change beaucoup, ça s'améliore au Québec depuis les 20, 25, 30 dernières années, mais il en reste encore trop. Donc, c'est important, ça, de créer cet espace-là, de tendre la main pour dire « Parle-moi, ça va pas, là. » Il y a des ressources d'aide aussi. Parce que année après année, justement, comme ça, avec les semaines de prévention du suicide, on peut dire que c'est vraiment dans le fond de la détection par ces signes-là qui seraient les meilleurs outils pour justement aller vers de toujours baisser ce chiffre-là. En fait, c'est ça. Hein. Lorsqu'on veut améliorer le sort d'une population, lorsqu'on veut faire des changements sociétals, c'est la théorie d'un petit pas à la fois, mais constance. Donc, il faut répéter toujours les mêmes messages. Il faut toujours sensibiliser, entre autres, se concentrer sur les jeunes aussi, parce que nos jeunes, c'est les futurs papas et les futures mamans de demain. Donc, si on leur donne les bons outils pour bien gérer leurs émotions, bien les exprimer, qu'on démocratise la demande d'aide en bas âge, en l'ado, ben ça va faire des adultes qui vont être mieux outillés pour faire face, je dirais, aux tempêtes temporaires que la vie nous offre.
Et c'est comme ça qu'on va changer les réflexes. C'est comme ça qu'on va inculquer une vigilance accrue. Et moi, je suis encouragé de voir qu'enfin, les taux de suicide, les tendances sont à la diminution. Mais en même temps, je suis extrêmement motivé de poursuivre la lutte, de poursuivre le combat, puis de poursuivre la prévention. Parce que de un, on voit que ça marche. Puis de deux, ça nous motive à retrousser les manches puis dire, OK, on lâchera pas. Parce que, vous savez, un décès par suicide, c'est une mort évitée, qui peut être évitée. Donc, c'est un décès de trop, puis on acceptera. Tu sais, au niveau du Québec, notre vision est très claire, c'est de bâtir un Québec sans suicide, puis on est profondément convaincus que le Québec va y arriver, justement, avec un filet social et avec une solidarité accrue et une vigilance accrue. Et pour terminer, je vais faire un petit focus sur la région qui nous concerne au niveau de la Gaspésie. Je lisais dans ce rapport-là que les tendances sont peut-être un peu plus élevées hors des grands centres. Et nous, on va dire, considérés comme une région un petit peu plus éloignée de ces centres-là. Et est-ce que vous vous sentez quand même supporté parce que je sais qu'il y a beaucoup d'organismes aussi qui sont là, ouais, à bien veiller, tout ça, la bienveillance aussi en général envers la population. Mais est-ce que la QPS aussi se sent supportée? Puis comment vous analysez ces chiffres qui sont justement un peu différents entre les régions comme ça? Oui, puis on voit certaines disparités régionales, justement, pour les régions un peu plus en périphérie des grands centres. En fait, la prévention du suicide, moi, j'appelle toujours ça, en langage de hockey, une supériorité numérique où il n'y a pas juste un seul joueur qui fait la différence. Donc, c'est un écosystème, c'est une équipe qui est dédiée à promouvoir la vie. Et dans les régions éloignées, il y a les CIS, les CIUS et l'armada d'organismes de première ligne, des organismes communautaires. Et plus que jamais, les régions éloignées, souvent dans le passé, lorsqu'il n'y avait pas l'intervention numérique ou l'accès à la ligne 1866 appel, on pouvait dire peut-être que bon, les services ne sont pas aussi présents, du moins à proximité, mais là, aujourd'hui, une personne qui demeure en région éloignée peut faire le 5-3 sur son cellulaire. Et moi, je pense qu'il y a des beaux facteurs de protection qui sont offerts aux gens qui vivent dans des régions un peu plus rurales, comme par exemple dans des petites municipalités, des petits villages. On se connaît tous, hein. On vient d'un petit coin, on connaît M. Tremblay, on connaît Mme Larouche. Donc, c'est facile de s'enquérir de comment va telle personne parce que on est proche, on est tissé serré. Ça, c'est des beaux facteurs de protection que je présentais au début, qu'on retrouve dans les petites communautés. On le dit, hein, tissé serré, esprit de famille. Ça, moi, je pense que c'est très protecteur et ça m'encourage de voir ça aussi et l'accès à des services de première ligne, comme je vous disais précédemment, et qu'on voit dans les années à venir une rediminution des taux de suicide dans les régions éloignées. Et pour terminer, alors on est dans la semaine de prévention du suicide, mais ça ne veut pas dire que tous les numéros que vous avez nommés ou le site Internet ne sont pas actifs toute l'année. Ça, on a accès à toute l'année. Ah oui, oui, le texto clavardage 535353 suicide.ca, c'est 24/7. 365 jours par année et c'est un humain qui répond, hein, qui texte et qui clavarde. C'est une personne, un intervenant spécialisé en prévention du suicide. C'est pas une intelligence artificielle qui est tout le temps là. Même chose sur le 1866 appel. Ce sont des intervenants spécialisés en prévention du suicide que le Québec a. Et c'est très innovateur. Le Québec est un des leaders, un leader canadien dans la variété et la diversité de ces services qu'il offre en prévention du suicide. Merci beaucoup, M. Fournier, pour votre temps. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sans vous, les médias, nous ne pourrions pas avoir une ambition d'avoir ce Québec-là sans suicide. Vous traitez le suicide, vous nous permettez de porter un message d'encouragement, de sensibilisation et d'espoir à la population. Merci pour votre beau travail. Merci à vous. Merci, bonne journée. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553.
Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Drapeau, directrice générale de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, pour discuter de l'entrée en vigueur de la tarification incitative pour la gestion des déchets résidentiels dès 2026. Le nouveau système, qui vise les grands générateurs, plus de 20 levées de bacs noirs par an, et récompense les foyers éco-responsables, moins de 12 levées, a pour but de contrer l'explosion de 68% des coûts d'enfouissement observés depuis 2020. En fait, pour les citoyens, c'est pas un retour. On avait parlé en 2024, on avait transmis de l'information par rapport à ça, puis finalement on avait mis stand-by, je vais dire ça comme ça. Et là, les élus ont décidé de l'implanter officiellement à partir de 2026. D'accord. Citoyens, oui. C'est ça. Parce qu'au niveau des ICI, c'est déjà fait, là. Ouais. Ok, d'accord. Parce que si on commence par la tarification initiative, je comprends que c'est pour viser les foyers que vous nommez grands générateurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire? Oui, en fait, il y a deux formes de tarification là, qui prennent place à partir de 2026. La première, c'est la tarification incitative pour on cible les plus grands générateurs, comme ceux qui génèrent plus de 26 levées de bacs à déchets par année. 20 levées, excuse-moi. 20 levées, ça peut être une personne qui a 2 bacs à déchets parce qu'on fait 20 collectes de déchets par année. Alors, c'est certain que une maison, une adresse qui a plus que 20 levées, en général, c'est parce qu'elle va avoir un deuxième bac à déchets. Alors ça, c'est la tarification incitative pour ceux qui génèrent vraiment plus de 20 levées de bac à déchets. Et on a aussi une tarification reconnaissance pour ceux qui ont mis en place des pratiques peut-être un meilleur tri. Donc, ceux-là, c'est pour ceux qui génèrent moins de 12 levées de bacs à déchets par année. D'accord. Je voyais dans votre justement communiqué là que ça touchait à peu près environ 4% des résidences. Est-ce que ça veut dire que les 96% de la population, ils respectent un peu déjà ces limites sans effort particulier? C'est ça. Si on décortique les pourcentages. Alors, il y a 4% qui sont des plus grands générateurs, donc qui génèrent plus que le 20 levées par année. On a un 7% qui sont des tarifications reconnaissance, donc qui génèrent moins de 12 levées de bacs à déchets par année. Alors, il reste un 89% donc la moyenne des citoyens, là, la majorité des citoyens même, qui vont mettre leur bac à déchets au chemin entre 12 et 20 levées. D'accord. Alors, j'aimerais parler un petit peu des coûts de justement les coûts d'enfouissement, parce que je voyais que ça a bondi de 68% depuis 2020. Ouais. Et à quoi est-ce qu'on peut, là où on a tendance à penser que on parle beaucoup que ce soit des problématiques de réchauffement climatique, de l'environnement, tout ça, qui amène à ce qu'on ait encore plus, de besoins d'enfouissement? En fait, le 68%, c'est le coût de construction des cellules. Alors, je rappelle, un lieu d'enfouissement technique, nous, donc c'est un très, très grand terrain où on peut construire jusqu'à 24 cellules. Donc, c'est un terrain, nous, qui normalement, là, on va avoir de l'espace jusqu'en 2043, si je me rappelle bien. Mais à tous les 5 ans, ou à peu près, donc les cellules, on construit à coût de 2 cellules.
Alors, ces cellules-là se sont remplies. Ça a pris 5 ans pour les remplir. Quand elles sont pleines, mais là, il faut qu'on construise 2 autres cellules. Alors, entre 2020 et 2025, ben, ce coût-là de construction a bondi de 68%. Ça, c'est ce qu'on c'est le constat qu'on a fait. Alors, c'est clair que, tu sais, au niveau environnemental, bon, c'est pas l'idéal hein, d'enfouir nécessairement. On vient gaspiller des ressources qu'on met dans un trou, qu'on ferme, puis qui se dégrade pas. Hein, je le rappelle, ça se dégrade pas, là, même pas un journal ou parce que quand on ferme ces cellules-là, il y a plus d'apport d'oxygène et on extrait le gaz, oui, certainement. L'eau est traitée, l'eau qui sort des cellules est traitée, mais il n'y a pas de destruction ou de décomposition de ces matières-là à l'enfouissement. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, là. Oui, en fait, dans le fond, je comprends que, est-ce que ça veut dire que si on est amené à construire aussi, le coût des cellules augmente, est-ce qu'on enfouit plus qu'en 2020 ou pas? Non, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on a réussi tu sais, notre population a fait quand même des efforts. Tu sais, on constate que des efforts, puis parce que comme communauté en général ou comme population au Québec là, en général, on génère plus de matières résiduelles. Hein. On consomme plus, plus d'emballage. Alors, en général, on génère plus. Mais nous, sur notre territoire, au niveau de l'enfouissement, on a réussi quand même à réduire un peu ce qui était dirigé vers l'enfouissement, du moins pour la portion résidentielle. Mais en même temps, on reçoit aussi beaucoup de matériaux de construction, rénovation, démolition. On reçoit aussi de la portion commerciale. Donc, quand tu mets tout ça ensemble, on est à peu près au même niveau ou un petit peu en deçà au niveau de tonnage total reçu là, dans les dernières années. D'accord. Et est-ce que c'est le cas pour le recyclage? Du coup, je me questionnais avec qu'est-ce que la tendance? Le recyclage, c'est à peu près en tonnes, c'est à peu près équivalent. En volume, on en reçoit un petit peu plus parce que maintenant, les matières, si vous remarquez, hein, les emballages sont plus légers. On a, tu sais, la salade n'est plus seulement dans un petit sac. On a souvent des grosses barquettes de salade. Alors, en volume, on en traite plus. Mais en tonnage, ça, c'est pas mal stable depuis plusieurs années. D'accord. Alors, si on retourne à la tarification, initiative et reconnaissance, comment, alors, parce que justement, vous avez expliqué que ça avait été mis comme en stand-by, peut-être y avait-tu une crainte de la population d'embarquer là-dedans, puis maintenant? Oui, c'est ça, c'est que, tu sais, au niveau des élus en 2024, tu sais, il faut quand même, quand tu as envie, ou en tout cas quand tu envisages ce type d'approche-là, ben il faut être capable de penser à, tu sais, à tous les impacts, tous les volets, et les élus, tu sais, avaient besoin de temps pour, tu sais, pour passer à l'autre étape. Donc, on a pu cumuler de l'information pendant l'année 2025 qui a qui a permis de leur démontrer qu'on était capable de bien cibler les résidences concernées, qu'on avait fait aussi des efforts hein, pour sensibiliser ces adresses-là ciblées en 2024, en 2025, qui ont reçu de la documentation, là, ceux qui étaient déjà ciblés comme plus grands générateurs. Là, c'était une lettre qui disait oyez, oyez, là, donc chez vous, on note quand même une bonne utilisation de bacs à déchets, peu de compostage. Alors, peut-être que vous pourriez déjà envisager de changer vos pratiques, sinon vous allez payer plus cher dans l'avenir. Et alors, ça a donné le temps à ces démarches-là de se mettre en place. Puis là, en 2026, là, les élus étaient prêts. On avait déposé un budget. Là, on arrive à 12 millions, ou un peu plus que 12 millions pour gérer des matières résiduelles sur le territoire. Fait que pour les élus, ils ont dit non, là, maintenant, on est prêt. Puis c'est une étape supplémentaire. On a réalisé mais tout ce qu'on pouvait sur le territoire, mais vraiment, là, on a toutes les infrastructures, on a des éco-centres, on a le compostage, on a un programme de subvention pour des produits à usage unique. Alors, quelque part, il fallait avancer à l'autre étape, puis c'est la tarification.
Donc ça veut dire que peut-être pour certains qui sont comme à la frontière, ça pourrait les inciter à être à tomber dans la reconnaissance, et peut-être ceux qui étaient dans l'initiative vont peut-être arriver à rester. C'est ce qu'on constate. On reçoit là, des appels, des citoyens. Bon, ils savent pas trop dans quelle catégorie ils se situent, mais ils sont curieux. Moi, j'étais à combien là j'ai mis mon bac combien de fois au chemin, puis qu'est-ce que je préfère de plus encore là, je répondais à des questions encore ce matin. Est-ce que ça, je peux mettre ça au recyclage, au compostage? Donc, ce qui est bien, c'est que ça suscite du questionnement. Oui, il y en a qui sont plus ou moins contents, bien sûr, ça va toujours avec, mais la majorité des gens qui nous interpellent, c'est parce qu'ils veulent, là, ils veulent vraiment faire mieux. Il y a une question qui nous est souvent posée, c'est pourquoi les résidents, mais c'est parce que du côté institution, commerce et industrie, c'est déjà cette approche de tarification-là qu'on applique depuis 2010 du côté MRC, puis depuis 2018 du côté Gaspé. Donc, il n'y a pas d'injustice, c'est juste qu'on était rendu à ce que ça passe aux citoyens. À la clientèle résidentielle, voilà. D'accord. En tout cas, si jamais on veut avoir plus de renseignements à ce sujet, parce que justement les gens commencent à en entendre parler ou des inquiétudes, comme vous dites, j'imagine qu'ils peuvent vous écrire ou vous contacter. Oui, parce que, premièrement, la foire aux questions sur notre site Internet, là, je pense qu'elle répond à beaucoup de questions, les questions les plus standards, je dirais. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des questions ici, puis on note aussi les commentaires qui circulent là, sur les médias. Et quand on voit qu'il y a des commentaires qui sont récurrents, qui reviennent souvent, là, on va transformer ça en questions à la foire aux questions. Autrement dit, la foire aux questions va être bonifiée avec le temps. D'accord. Puis une dernière question que j'ai oublié de poser tantôt, c'était par rapport à mettons, dans les grands générateurs, ça va être une taxe qui va être au prorata du nombre de levées supplémentaires aux vins qui sont habituels? Non, c'est ça, on a créé comme 3 catégories. Alors, on a la taxe régulière. Là. Donc, prenons par exemple, la taxe régulière sur le territoire de la MRC, c'est 350. Du côté Gaspé, c'est 280. Alors ça, c'est la taxe pour les 89%. Là. Ceux qui sont ciblés par la tarification incitative, c'est 0,5 unité de plus. Alors, du côté de la MRC, donc c'est un 350. Une unité, c'est 350 $. Fait qu'ils vont payer 350 plus 175. Du côté de Gaspé, ils vont payer 280 plus 140. Alors ça pour la tarification incitative. Et pour la tarification reconnaissance, c'est l'équivalent d'à peu près un 5% de réduction. C'est pas beaucoup. Je dis souvent que c'est symbolique, mais pour le moment, en tout cas, quand vient le temps d'équilibrer le budget, c'est ce qu'on pouvait faire, là. Donc, c'est ce qu'on pouvait appliquer cette année, puis on va voir au cours des prochaines années comment ça va bouger tout ça. Merci beaucoup Nathalie pour ces ajustements et ces réponses à nos questions. Ça fait plaisir. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. La boutique Le Mercier de Chandler, l'endroit où magasiner un vêtement devient une expérience en soi. Venez nous voir en magasin et soyez accompagnés par des professionnels soucieux de vous offrir la qualité avec le style, l'originalité et ce pour toutes les occasions. Nous avons de tout pour le sportif, l'homme d'affaires et des occasions spéciales qui requièrent un service personnalisé pour faire de vos événements des moments inoubliables. 484 rue Hôtel de Ville Chandler, 418-689-2404 ou visitez notre page Facebook Le Mercier Chandler. Boutique Le Mercier, la référence en mode masculine en région. Nous recevons aujourd'hui Tony Couture, assistant-chef technologue en médecine nucléaire à l'hôpital de Chandler, pour discuter de la modernisation du département,
un projet global de 2,3 millions de dollars. Soutenu par la fondation du CSSS du Rocher-Percé et les clubs Lyon, cet investissement a permis la mise aux normes du laboratoire et l'ajout d'une caméra gamma plus performante. Toutefois, pour exploiter pleinement ce potentiel, M. Couture souligne un défi de taille. Fonctionnant à effectif réduit, l'hôpital est en recrutement actif de technologues et propose même des bourses pour attirer la relève. J'aurais commencé peut-être, juste pour mettre un petit peu la table, je sais que la proximité des soins, c'est un petit peu le nerf de la guerre en Gaspésie, éviter les déplacements, tout ça. Alors, pour que je comprenne bien, est-ce que la technologie dont on va parler là maintenant, c'est quelque chose qui n'existait pas ou était différent dans la région? Dans le cas de la nouvelle caméra qu'on a obtenue, c'était le remplacement d'une ancienne. Donc, le service y était déjà présent. Puis je pourrais faire un petit historique rapidement. Là, la médecine nucléaire en Gaspésie date de 1993. Donc, l'époque précédant ça, fallait sortir de la région pour obtenir les services. D'accord. Mais depuis ce temps-là, bon, on a eu des différents modèles de caméras, puis bien entendu, plus les années avancent, plus les techniques, les technologies avec les nouvelles caméras s'améliorent aussi, bien entendu. Mais il n'y a pas un service ajouté parce que c'est le remplacement d'une ancienne qu'on avait. D'accord. Alors peut-être juste pour, avant qu'on parle de la caméra en détail, je voulais juste quand même vous entendre sur le terme de la médecine nucléaire, parce que des fois le mot nucléaire, ça peut nous faire peur, et si on n'a pas jamais été familier à côtoyer ce genre de médecine, qu'est-ce que ça veut dire en fait? En fait, c'est que la médecine nucléaire, c'est le produit qu'on donne aux gens qui est radioactif, qui émet les rayonnements. Contrairement à un scanner qui va faire des rayons et qui va pénétrer le patient ou un appareil à rayons X qui va émettre des rayons pour pénétrer le patient et faire une photo en bout de piste. Médecine nucléaire, c'est un petit peu l'inverse. On donne le liquide radioactif ou une capsule, tout dépendant des examens qu'on réalise. Et à l'intérieur du patient, il y a des petits rayons invisibles qu'on ne voit pas et qui dans le fond, qui interagit dans nos caméras et qui, en bout de piste, donne des images selon le produit qu'on a donné, ben, on va voir tel ou tel organe. Donc, cette nouvelle caméra gamma est là pour capter ces rayonnements qu'ont à gérer les patients. Exactement. Donc, le patient, le rayonnement qui sort de lui, c'est un rayon gamma. Et la caméra, c'est pour ça qu'on l'appelle une caméra gamma, c'est qu'elle détecte ces rayonnements-là. Alors, la différence entre l'ancienne caméra et la nouvelle, pour parler un petit peu plus technique? Ben, je vous dirais que dans l'ensemble, elles font essentiellement la même chose. Je vous dirais que les images sont quand même, à mon avis, plus claires, sont plus belles. Ce qui nous a amené à pouvoir augmenter, si on veut, dans certains types d'examens, d'augmenter un petit peu la vitesse à laquelle on fait nos procédés. On peut pas faire ça dans tout type d'examen, mais dans le cas des scintigraphies osseuses, dans le cas des scintigraphies cardiaques, on a été capable de diminuer un petit peu le temps d'examen pour chaque test. Dans certains cas, il y a des patients qui en bénéficient beaucoup. Si on a des douleurs ostéo-articulaires comme des problèmes de genoux, de dos, mal dans les épaules, si je demande à un patient de lever les bras pendant 20 minutes au-dessus de sa tête, quand tu as des problèmes vraiment d'arthrose au niveau de ton épaule, par exemple, bien entendu, c'est pas comme un petit jeune de 20 ans qui passerait son examen ou que le 5 minutes de moins, lui, il verra pas la différence. Mais le patient qui est en douleur, lui, il va s'en ressentir. Et le 5 minutes de douleur de moins, ça paraît. Donc, le confort est amélioré. Les patients bougent moins. Il y a moins de reprises d'examen à cause de ça. Donc, chez les patients âgés, souvent, c'est un gros plus, ça. D'accord. Puis, Puis juste pour finir, éventuellement, parce que présentement, on est réduit en effectifs. On a 50% de nos effectifs. Lorsqu'on sera 4 un jour, bien à ce moment-là, ce gain en temps-là pourra se traduire dans un gain de production, si on veut. On va pouvoir faire un peu plus de patients à chaque semaine et au bout de l'année, peut-être faire
240, 200 patients de plus dans la liste, sur la liste d'attente qu'on n'aurait pas fait autrement. D'accord. Donc, ça, c'est un gros point intéressant qu'on bénéficie pas maintenant, mais qu'éventuellement, on espère recruter 2 technologues là, en médecine nucléaire, soit par des jeunes qui s'y intéresseraient au métier ou des jeunes qui sont déjà aux études ou ailleurs dans un autre hôpital puis qui aimeraient venir travailler avec nous, là. Alors, j'ai une question que j'aurais pu vous poser aussi au début concernant la médecine nucléaire. Juste pour commun des mortels, aussi comme moi, on s'en sert est-ce uniquement pour surtout les cancers? Vous en avez cité là quelques-uns, mais c'est pourquoi exactement? C'est beaucoup pour ça aussi, comme vous venez de le dire, des scintigraphies osseuses pour les patients de cancer de la prostate, les patientes pour le cancer du sein. On vérifie s'il y a des extensions au niveau des os, s'il y a des métastases osseuses qui migreraient à ce niveau-là. Il y a beaucoup d'examens cardiaques aussi pour voir si les patients ont de l'angine suite à des symptômes là à la maison, des patients qui auraient des douleurs rétrosternales ou des grosses difficultés à respirer, etc., ben, à ce moment-là, on peut vérifier s'il y a des problèmes cardiaques. Il peut y avoir des examens aussi pour des recherches de segment intestinal, des recherches de cholécystite aiguë, c'est-à-dire qu'une vésicule biliaire qui voudrait moins bien se vider, ben, ça peut créer des douleurs là au niveau de l'abdomen. Donc, on peut vérifier ça aussi, des embolies pulmonaires, des blessures sportives chez les jeunes, des examens thyroïdiens pour les hyperthyroïdiens, hypothyroïdiens. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, il y a du cancer, mais il y a aussi d'autres pathologies qui n'est pas nécessairement du cancer, là. Ouais. D'accord. J'ai compris qu'il y a eu il y a dû y avoir un investissement pour la mise aux normes, non, de ces. Oui. C'est-à-dire qu'en mettant un nouvel équipement, ça a touché un peu quelque chose tout autour de ça, j'imagine? Oui. Ce qui a amené un petit peu ça à la base, toutes les rénovations qu'on a eues, c'est beaucoup relié au laboratoire de médecine nucléaire, l'endroit où on confectionne nos produits. Parce que les nouvelles normes, c'est relié beaucoup, beaucoup à l'asepsie. Donc, avant, on travaillait dans un laboratoire standard, dans lequel on faisait nos produits, on prélevait nos doses, mais avec un souci, je dirais, minimal au niveau de la salubrité, si on veut. Mais maintenant, les normes ils ont complètement changé. Faut qu'on fait un nettoyage là, de façon quotidienne, hebdomadaire, mensuelle. Autant nous, comme technologues, avec notre hôte, que les gens du ménage au niveau des murs, des plafonds, etc. Il y a une question de pression d'air aussi au niveau des pièces. Tout est en lien pour qu'en bout de piste, le patient, lui, ait un produit quand on lui injecte qui est sécuritaire à 100%. OK? Puis les produits aussi vont durer plus longtemps dans le temps parce que on travaille tellement dans un milieu stérile que le produit, au lieu de durer juste 1 heure, va pouvoir durer 6, 10, 12 heures selon le produit qu'on utilise, selon les recommandations du fabricant. Donc, le produit il est stérile, mais plus longtemps. D'accord. Donc, le million qui a été investi était pour remettre aux normes ce fameux laboratoire et là, vous faites les mélanges. D'accord. Puis ensuite, tout a suivi parce que dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que c'est une rénovation qui s'est faite vraiment à même les murs existants du département. Donc, il a fallu toucher toutes les pièces puis tout en travaillant en même temps que les rénovations se faisaient. On pouvait pas... c'est une décision qu'on a prise de continuer à offrir le service plutôt que de le fermer et que les rénovations se fassent d'un coup sec. Donc là, on a décidé de continuer à offrir le service, mais il a fallu toucher toutes les pièces parce qu'il fallait toujours garder notre ancien laboratoire en fonction. Ça, on pouvait pas passer à côté. Là. D'accord. Parce que là, ce que je comprends, c'est que quand vous dites faire les produits, les mélanges, tout ça, c'est quelque chose qui est adapté à chaque situation au niveau des dosages. C'est comme faire un cocktail pour un certain type de... Okay. Exactement. Si tu fais un examen pour le cœur, c'est pas le même produit que si tu fais un examen pour les os. C'est la même chose pour les poumons, le foie, le cerveau, les reins. À chaque fois, c'est un produit différent. Ouais. Ça veut dire que ce sont en plus des produits, j'imagine, qui sont
qui peuvent être potentiellement dangereux dans le sens, à force c'est comme des gens qui travaillent dans les zones à rayon X pour faire Oui, J'imagine que vous aussi, vous devez vous oui, protéger à faire ça tous les oui, jours. absolument. La hotte stérile, dans la zone Hmm. de préparation des produits, il y a un écran plombé. Un écran Hmm. plombé comme une vitre bien épaisse de plomb, mais on voit au travers, puis c'est à travers de ça qu'on réussit à faire le travail. Une fois que le dosage est fait, on prélève le produit dans différentes seringues pour les patients qui vont à être injectés, et on utilise aussi des gaines de plomb dans laquelle on va mettre notre seringue. Donc, quand on prend la seringue pour l'injecter au patient, la gaine de plomb, elle protège le technicien des rayons qui sortent de la seringue. Hmm. On a aussi des tabliers plombés. Nos bureaux de travail sont plombés aussi au niveau des vitres, au niveau des murs. Donc, moi, quand j'ai commencé à travailler, je vous dirais, là, les gens piquaient pas avec des gaines de plomb. Les bureaux de travail étaient à côté des patients qui passaient leurs examens là, dans la même salle. Là. Quand j'ai commencé à travailler. Tu sais, ton siège était à côté de la patiente qui est sur la table pour faire son examen, mais pendant ce temps-là, toi, tu te faisais irradier. Alors que maintenant, on est dans un bureau indépendant qui est plombé et qui nous protège aussi comme technologue. Fait que l'environnement de travail s'est beaucoup amélioré, mais aussi, comme personne, on doit faire attention à comment on effectue nos tâches aussi. C'est ça, être technologue, c'est ça que je comprends, le terme technologue à l'hôpital. Dans le fond, c'est que vous faites un peu tout ce travail-là, dans le fond, au niveau des dosages, au niveau de Oui, l'injection, mais aussi, oui. est-ce que vous manipulez cette caméra, analysez les images par la suite? Oui, on les manipule, mais où mon travail s'arrête, c'est de l'analyser pour l'interpréter Hmm. pour en faire une dictée. Ça, dans ce temps-là, c'est vraiment un médecin spécialisé en médecine nucléaire. On les appelle des nucléistes, un peu comme un radiologiste en radiologie, mais dans ce cas-ci, c'est un nucléiste. Ça, c'est cette personne-là qui va être attitrée à faire la lecture de nos films. Alors, une question qui me trottait dans la tête parce que je travaille beaucoup à la télé communautaire avec des caméras, mais une caméra Ouais. gamma, ça ressemble-tu à mes caméras de studio ou une Ouais, ben, caméra? ça y ressemble pas, mais c'est surtout plus gros. Ah oui, ok. C'est surtout plus gros. Mais j'en ai deux. J'ai deux caméras, mais sur chacune des caméras, on peut dire que j'ai deux têtes détectrices ou deux caméras, si on veut, là, qui fait en même temps des photos de chaque côté opposé du patient. Fait que parce que ça n'a pas toujours été le cas dans l'historique de la médecine nucléaire. Avant, on avait des caméras seulement à une tête détectrice, donc c'était beaucoup plus long faire un examen. Maintenant, on est capable de faire des photos du devant du patient et du derrière du patient en même temps. Ou si on fait des rotations, ben les deux caméras travaillent en même temps. Ça augmente la vitesse, mais ça augmente aussi la qualité de l'image parce que tu peux augmenter un petit peu ton temps vu que tu as t'as deux têtes détectrices, donc l'image augmente en qualité. Mais ça me fait penser aussi aux vieilles photos. Les vieilles photos que les gens prenaient là, en 1895 ou Sur puis les les gens plaques argentiques, là. ouais, Ouais. ouais, puis les gens souriaient pas beaucoup, mais probablement que si les gens souriaient pas beaucoup, c'est peut-être parce que la photo prenait du temps à prendre. Hmm. C'est souvent ça qui arrivait. Ben, la médecine nucléaire, c'est un peu ça. Parce que je peux prendre une photo, puis sans que la caméra bouge, peut-être pendant 10 minutes, justement parce qu'il n'y a tellement pas de rayons, parce qu'on injecte des petites doses, les rayonnements, je les accumule au fil du temps. Pendant 10 minutes de temps, là, sur mon écran, je vois l'image s'améliorer, là, rien qu'à l'œil, là. Fait qu'au bout de 10 minutes, là, mon image est belle comme je la voudrais. Fait que c'est un peu ce principe-là, d'une certaine Hmm. façon. C'est d'accumuler l'information suffisante pour avoir une image qui est potable. Fait que c'est un peu le principe des anciens appareils photo, là. Des fois, je fais ce parallèle-là un peu pour expliquer, là, pourquoi que, dans le fond, faut pas être nerveux à venir en médecine nucléaire à cause de la radioactivité parce que les doses sont petites. Mais si vous passez un rayon X, ben, la dose est puissante, mais c'est un court laps de temps. C'est une fraction de seconde. Et, la différence est là, là.
C'est comme ce que je voulais dire, comme l'inverse, ça va être plus, la dose est petite, mais on doit rester un peu plus longtemps pour que l'image soit intéressante et exact. Exact. Est-ce que je comprends que la technologie pour la caméra avance aussi, mais j'imagine que les liquides qu'on injecte, eux aussi se développent avec le temps, ou parce que là, vous parlez d'une petite dose. Pas tant. Je vous dirais que le fait d'avoir des caméras plus performantes a fait en sorte qu'avec le temps, les doses qu'on donne aux patients vont diminuer. Parce qu'on a des caméras plus sensibles. Fait que les doses qu'on donnait il y a 30 ans sont moins élevées maintenant. Parce que justement, les caméras sont tellement sensibles que les doses, on peut vraiment en donner moins chez le patient. Fait que ça, c'est un gros avantage. Mais le produit en tant que tel, lui, il est toujours le même. Moi, je suis dans le métier, ça fait une trentaine d'années, là. Puis les produits sont pas mal tous les mêmes, là. C'est la quantité qu'on a baissée due à la qualité des caméras. Oui, exact. Ben oui, parce que dans le fond, vous avez soulevé il y a quelques minutes par rapport vous êtes en effectif réduit à 50% et que vous parliez qu'au maximum, vous seriez peut-être 4 technologues, j'imagine, pour que ça la façon de rouler bien. Les raisons pourquoi vous êtes en effectif réduit, et puis est-ce que vous êtes en recherche de futurs technologues? Oui, ben les raisons, c'est deux départs à la retraite. J'ai eu un départ en décembre 2024 et j'en ai eu un autre en juin 2022. Donc là, ce qui arrive, c'est que on n'a pas pu recruter depuis ce temps-là. Mais ce qu'on offre pour les jeunes de l'endroit, s'il y a un jeune qui est au secondaire 5, qui veut s'inscrire dans une technique de santé, puis travailler dans un beau milieu, dans des bonnes conditions, ben on peut toujours s'inscrire en médecine nucléaire, puis il donne maintenant, depuis 2025, des cours. Il y a des nouvelles cohortes qui se font à Québec. Avant, il fallait aller au Collège John-Sick, puis maintenant, on peut aller aussi à Québec pour les jeunes de la place. C'est un cours de 3 ans. Puis, l'hôpital, elle offre des bourses pour les nouveaux étudiants pour la 2e et la 3e année. Des bons montants qui vont aider à payer les études, sous condition quand même de revenir pendant un certain nombre d'années pour travailler avec nous au retour. Donc, ça, c'est intéressant. On sait que la vie coûte cher, là, surtout pour un étudiant, là. Donc, d'avoir un aide, là, nous, on est prêt à donner là, à ce niveau-là. Puis moi, de mon côté, je suis prêt aussi à accueillir un jeune qui pourrait être intéressé à voir, parce que c'est comme on dit, la médecine nucléaire, c'est pas quelque chose de très connu. Donc, je suis prêt à accueillir un jeune qui aimerait voir de quoi que ça a l'air, parce que c'est intéressant, là. La médecine nucléaire, il faut aussi voir, par contre, de quoi que ça a l'air pour en être certain, là. Intéressant. Puis j'imagine que le fait de se mettre aux normes et aussi avec des technologies qui vont, on va dire, avancer, ça peut attirer aussi plus facilement, enfin, je veux dire, des technologues en région ou des gens Oui, effectivement. Les jeunes qui sortent des études maintenant, dans le cégep comme tel, ils travaillent déjà avec ce nouveau système de HOT-là. Donc, quand ils vont sortir de l'école, ils vont déjà être dans un milieu qu'ils connaissent, mais qui ne sera pas vieillot et désuet, là. Donc, ça, c'est bien pour ça, oui. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabot. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie. L'endroit idéal pour retrouver des cadeaux avec style et originalité, la bijouterie Dubé de Grande-Rivière. Découvrez notre collection exclusive, Pandora, qui évoque style et grand choix de configuration, et notre grand choix de montres et bijoux de grande marque qui saura satisfaire à tout coup l'être cher. Pour des conseils judicieux, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Dubé de Grande-Rivière.
Nous sommes présentement dans la période des impôts et pour ceux qui sont dans le besoin, le Centre d'action bénévole offre toujours ce service pour produire vos impôts. Donc, on est en compagnie de Nancy Lefebvre, intervenante, et Julie Doré, intervenante appui. Bonjour à vous deux. Salut! Donc, période des impôts, quand est-ce que les gens peuvent commencer à vous apporter leurs documents? Bien, en fait, la semaine de cueillette de données, on appelle ça comme ça au Centre d'action bénévole, c'est du 23 au 27 février, de 9h à midi et de 13h à 15h. C'est dans cette semaine-là qu'on prend tous les documents et que nous, par la suite, on fait les impôts. Évidemment qu'on est ouvert après pour recevoir d'autres documents si les gens ont manqué cette semaine-là. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. OK, c'est pas coulé dans le béton, on pourrait dire, ces dates-là. Là. C'est sûr qu'ils sont coulés dans le béton, oui, mais s'il y a des gens qui ont manqué l'information pour peu importe la raison, on peut prendre les documents par la suite. Là, il n'y a pas de problème avec ça. Là. OK. Dans le fond, c'est du 23 au 27. Mais donc, il va y avoir la rédaction, les gens vont venir rechercher. Mais si on les amène par après, parce que vous allez quand même, vous offrez quand même le service une bonne partie du mois de mars? Bien, en fait, si les gens viennent emmener le document par la suite, les services vont être là aussi. Parce qu'on fait les impôts jusqu'à fin avril. Parce que suite à ça, il va y avoir la semaine où les gens vont devoir revenir chercher leur rapport d'impôt. Cette semaine-là qui va être du 4 au 8 mai. Et c'est super important de revenir chercher le document d'impôt parce que le 11 mai, les documents vont être détruits si les gens ne sont pas venus chercher leurs documents. Quel genre de documents? Peut-être plus un rappel. C'est sûr qu'il y a les T4, les T4E. Ceux qui sont en appartement, les relevés 31, ils en ont besoin. Mais entre travailleurs et les personnes âgées, il y a différentes choses à amener. Vous me parliez tout à l'heure comme le déneigement, il faut qu'ils vous amènent ça parce que ça se met sur les impôts. Hein. Donc, bien, pour les personnes âgées, ou si c'est quelqu'un qui a des besoins parce qu'il y a un handicap quelconque, tout ce qui est déneigement, entretien gazon, on peut les mettre sur les rapports d'impôt, évidemment. Soins dentaires, lunettes, on peut les mettre sur les rapports d'impôt. Tu faisais allusion au relevé 31 quand on est locataire, mais si on est propriétaire, on a le numéro de matricule sur nos taxes. C'est ce numéro-là qu'on a besoin aussi. Donc, les informations sont sur un document qu'on a mis sur Facebook avec un rappel de tout, justement, les documents qui pourraient être nécessaires pour faire les impôts. Ce que tu me disais aussi avant qu'on commence, c'est que pour vous autres, vous vous concentrez surtout sur ce qu'on pourrait dire les impôts simples. Dans quel sens? Bien, c'est sûr que si c'est des gens qui sont travailleurs autonomes puis qu'il y a beaucoup trop de documentation en lien avec des calculs ou des trucs comme ça, on s'enligne pas à ce niveau-là. Puis ce qui est super important aussi à prendre note, c'est que pour une personne seule, c'est maximum le seuil 30 000 $ et une personne, pour un couple en fait, c'est 40 000 $ le seuil. Donc, si vous êtes en bas de ça, vous avez le service gratuit au Centre d'action bénévole. OK. Quelque chose aussi qu'on peut rajouter par rapport au service d'impôt? Bien, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Moi, j'ajouterais le fait que c'est important de ne pas téléphoner durant cette période-là pour savoir si vos impôts sont prêts. C'est sûr que ça va être fait dans les délais. Mais notre personnel et les bénévoles vont être occupés à faire les impôts, fait que ça va être important de les laisser travailler le temps qui est pris à répondre au téléphone pour ces questions-là. C'est du temps qu'on ne peut pas investir à produire les déclarations. Combien de bénévoles vous avez pour la rédaction des rapports d'impôts? Environ une dizaine. Et combien de demandes que vous avez d'habitude, là? Ça peut aller environ à 300, je vous dirais. Bon, fait que, sachant que ça prend quand même un certain temps à remplir un rapport d'impôt, c'est sûr qu'il faut leur donner le temps.
évidemment, un peu comme Julie vient de le mentionner, c'est sûr qu'il faut donner le temps. Et cette année, on spécifie beaucoup aussi d'avoir tous les documents, c'est super important. Puis si ce n'est pas le cas, on demande aux gens de repartir avec les documents qu'ils ont déjà et revenir avec le dossier complet. Parce que sinon, c'était trop de paperasse pour nous d'avoir des documents en attente de feuilles peut-être manquantes ou quoi que ce soit. Donc, on demande vraiment d'avoir tout entre les mains quand vous venez au bureau, parce que par la suite, il y a tellement de paperasse pour nous qu'à un moment donné, ça peut être porté à n'en perdre ou peu importe. Donc, c'est vraiment, ayez tous vos documents, c'est super important. Là. D'accord. Ça vient conclure la partie impôt. Oui. OK. Maintenant, il y a Julie Doré, c'est votre nouvelle intervenante appui. Oui. Je vous laisse vous présenter. Bien, bonjour, je suis Julie Doré, je suis intervenante à l'appui depuis le début décembre. Il y en a qui ont pu me voir là, dans les dernières semaines là, à participer à certaines activités avec le Centre d'action bénévole. Puis ben, là, je commence à me faire voir parce que ben, je veux rencontrer les gens, les proches aidants. Je veux voir avec eux ce que je peux faire pour les aider dans leur quotidien quand ils viennent aider une personne qui est vulnérable. Vous étiez où avant? À l'école. OK, vous sortez, c'est tout nouveau, vous venez de finir... J'ai fini en mai dernier, puis c'est ça, j'ai fait mes études, j'ai terminé en mai 2025 et me voilà à l'appui pour les proches aidants. Et comment vous voyez ça, les défis qui vont être... les défis relatifs à cet emploi-là? Le premier défi, c'est de trouver les proches aidants, parce qu'il y a beaucoup de proches aidants qui ne savent même pas ou qui ne se considèrent pas comme proches aidants. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui vient en aide à une personne qui est vulnérable, que ce soit de façon temporaire ou de façon permanente, que une personne qui a le cancer, mais qui tombe en rémission après, la personne qui est là avec lui, qui l'accompagne, bien, c'est sûr que c'est un proche aidant sur une période temporaire. Quelqu'un qui va accompagner quelqu'un dans le vieillissement, mais là, on s'en vient plus dans quelque chose de permanent. Mais les gens, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit le conjoint, un parent, ça peut être un voisin aussi qui est proche aidant pour une personne qui est plus vulnérable, tout simplement. Donc, les rechercher, donc essayer dans le fond, de les amener pour leur offrir vos services. Bien, c'est en plein ça. Je ne peux pas aller cogner à chaque maison pour savoir s'il y a quelqu'un qui est proche aidant, mais de me faire voir comme ça, de me faire connaître les services. C'est sûr qu'actuellement, je suis dans l'apprentissage, je suis dans la rencontre initiale avec les proches aidants, mais éventuellement, je veux faire des cafés-rencontres, je veux faire des ateliers informatifs, je veux faire aussi de l'intervention de groupe, je veux faire de l'intervention individuelle. L'atelier informatif, un peu comme informer sur l'argent qui peut être... parce que j'ai entendu récemment, le gouvernement va donner de l'argent aux proches aidants, là, une rémunération, si on veut. Là. Exactement. Donc, informer là-dessus. Pour l'instant, l'information du gouvernement est un peu trop vague. Oui, j'ai entendu ça. On ne peut pas vraiment s'avancer sur ce qui s'en vient. On est bien content parce que c'est vrai que les proches aidants, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et ça prend de l'argent aussi là, pour eux. Mais comme d'habitude, le gouvernement n'est jamais précis dans ses affaires. Il faut tout le temps que des organismes comme vous autres aillent les piquer un peu pour aller chercher l'information comme du monde ou qui clarifient leurs affaires. Hein. Exactement. Puis d'un autre côté, bien, moi, il faut que je connaisse les besoins des proches aidants ici dans la région. Quelque chose qu'on pourrait ajouter? Bien, les gens peuvent me rejoindre. Je suis au Centre d'action bénévole de Gascon-Percé. Je suis rejoignable au 418-689-6023, mon poste le 105. Quelque chose que tu aimerais ajouter pour conclure? Bien, en fait, pour les impôts, toute information
418-689-6023. C'est au poste 102 ou 103. Eh bien, Nancy Lefebvre-Julie Doré, merci beaucoup pour votre passage en studio. Merci à toi. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Venez visiter la boutique Ariane Turbide et découvrez un univers de cadeaux à offrir à l'être cher. Notre grande gamme de choix de bijoux pour aller lui vous permettra à coup sûr de personnaliser chacun de vos cadeaux. Bijoux en or, en argent, montres et accessoires de toutes sortes et des cadeaux pour les jeunes et moins jeunes. Venez découvrir nos exclusivités en boutique. L'équipe de la boutique Ariane Turbide se fera un grand plaisir de vous servir et vous conseiller judicieusement. Selon Radio Gaspésie, la ville de Gaspé dénonce la réforme de l'immigration de Québec qui remplace le PEQ par le Programme de sélection des travailleurs qualifiés. Cette modification force de nombreux travailleurs étrangers déjà intégrés à quitter la région car leurs secteurs ne sont plus ciblés. Le maire Daniel Côté, indigné, a adopté une résolution réclamant une approche adaptée aux réalités régionales pour éviter le déracinement de familles installées depuis des mois. La CSN partage ses inquiétudes, citant notamment la menace de départ de 140 travailleurs philippins chez LM Wind Power, un pilier économique majeur de Gaspé. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la rentrée parlementaire à Québec est marquée par les courses à la chefferie et l'élection générale du 5 octobre 2026. Le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, hésite encore entre Bernard Drainville et Christine Fréchette pour la direction de la CAQ. À l'inverse, sa collègue de Bonaventure, Catherine Blouin, a déjà choisi d'appuyer Madame Fréchette, y voyant un souffle nouveau. Concernant la carte électorale, Madame Blouin garde l'espoir de maintenir le statu quo afin que la Gaspésie conserve ses sièges actuels, malgré les changements proposés par Élections Québec. Selon Radio Gaspésie, la municipalité de Grande-Rivière planche sur un centre d'innovation maritime estimé à 20 millions de dollars, dont le plan d'affaires sera déposé à Québec fin février. Ce projet, qui succède à la zone d'innovation bleue abandonnée en 2024, est porté par la ville, l'EPAC et le hub de Mérinoff. Contrairement à l'initiative précédente, la région agit désormais seule, sans Rimouski. L'objectif est de développer l'aquaculture et de concevoir un navire de pêche hybride et polyvalent adapté aux besoins futurs des pêcheurs. Si le financement est accordé, les travaux pourraient débuter en 2027. Selon Gaspésie Nouvelle, après plus de 40 ans d'existence, la télévision communautaire de l'Estran, alias Télésourire, cesse ses activités. La présidente Stéphanie Côté explique que la perte du signal de Cogeco en 2024 a été le coup de grâce, TELUS ne rejoignant qu'une trop petite portion du territoire. À cela s'ajoute le manque de main-d'œuvre spécialisée, l'essoufflement des bénévoles et la baisse des revenus autonomes. La dernière émission a été diffusée le 26 janvier. Un processus de liquidation des actifs est enclenché, privant le secteur de l'Estran d'un média local essentiel à la couverture de ses enjeux propres. Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, la table de concertation féministe Gaspésie-Île-de-la-Madeleine et l'organisme Droit Devant dénoncent leur sous-financement chronique. Ils réclament au gouvernement provincial un rehaussement global de 155 millions de dollars par année pour le secteur communautaire, ainsi qu'un mécanisme d'indexation permanent. Ces groupes, spécialisés en défense collective des droits, demandent également plus de transparence pour les organismes en attente de fonds. La coordonnatrice Nastasia Williams a profité du jour de la marmotte à Val d'Espoir pour manifester et rappeler l'urgence d'un soutien financier stable et prévisible.
Selon Bleu FM Sainte-Anne-des-Monts, le regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec dénonce le nouveau taux de base de 3,1 % fixé par le tribunal administratif du logement. Selon le porte-parole Steve Baird, ce changement réglementaire alourdira le fardeau des locataires sans régler la crise du logement. Le nouveau calcul permet d'ajouter 5 % des frais de rénovation au loyer ainsi que les hausses de taxes et d'assurance. Le regroupement rappelle que les locataires ont le droit de refuser une augmentation proposée et encourage ceux qui sont en difficulté à solliciter l'aide d'un comité de logement local. Toute l'équipe de Michel et Terry Wheaton vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction.